Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Épisode qui vous propose aujourd'hui une rencontre avec Agathe, Charlotte, Vanessa, toutes trois participantes à l'aventure de l'association Thanatosphère. Initiative indispensable dont la thématique ne vous laissera pas indifférent, j'en suis sûr. Initiative donc qui, dans un monde normal, devrait être remboursée par la sécurité sociale, et je ne plaisante pas. Elles étaient donc venues à trois pour décortiquer les objectifs et la raison d'être de Thanatosphère. Donc je n'en dis pas plus et leur laisse le micro, et je vous souhaite une bonne écoute. Oui, je m'appelle Agathe Bénard, j'ai 53 ans, j'habite à Valence et je suis conseillère funéraire depuis les années 2021, je crois. Je suis arrivée au funéraire par la préservation de l'environnement et par une prise de conscience avec le réseau des alternatives forestières et ma découverte des forêts cinéraires. C'est des forêts où on peut mettre des cendres, enfin qu'on peut transformer en genre de cimetière. Et donc je me disais, tiens, pour une fois, l'espèce humaine et la nature sont en symbiose positive. Et parce qu'une fois qu'il y a un cimetière quelque part, et ben en fait l'espace est véritablement protégé, puisque c'est pas parce qu'on veut tout d'un coup le poste change ou parce que le maire change que ça devient fragile, si tu veux. Donc je trouvais que que ça pouvait être un bon levier d'imaginer, d'une part, cette symbiose entre nous, espèces humaines, et notre environnement, et puis de voir la mort comme quelque chose qui pouvait participer à la beauté de ce qui nous entoure. Alors l'idée de Thanatosphère, c'est comme une association d'éducation populaire, avec l'idée de se dire qu'à ce moment-là de la vie, c'est-à-dire au moment de la fin de la vie, l'agonie et aussi le moment des obsèques, on est aussi en capacité de choisir, et pour choisir, il faut être informé, il faut avoir un peu réfléchi à la thématique. Et que quand même, on s'est aperçu, moi beaucoup, c'est moi qui suis à l'origine de l'association, qu'il n'y avait pas tellement d'interlocuteurs neutres et désintéressés. C'est-à-dire souvent, on vous adresse vers les entreprises de pompes funèbres qui sont, évidemment, c'est une structure commerciale. Donc moi, je trouve ça toujours difficile d'aller voir n'importe quel type de commerçant pour leur demander ce que sont les normes, ce que sont les lois. Enfin, on ne peut pas être juge et partie. Et puis si vous êtes malade et que vous allez poser des questions sur votre fin de vie, on va dire, mais on n'en est pas là, monsieur ou madame, voilà. Tout va bien se passer, même si vous avez 95 ans et que c'est votre 3e concert. Donc il y a quand même une difficulté de la part de nous-mêmes, de nos contemporains, à accepter de discuter de manière tranquille, éclairée, et puis sans rejeter le fait que ce soit inévitable. C'est-à-dire que oui, on va mourir, c'est un fait, c'est là-dessus que vraiment s'appuie Thanatosphère. C'est universel, on est tous concernés, ce qu'on ne sait pas, c'est comment ça va se passer, à quel moment, et puis quel va être notre niveau d'information pour que ça se passe au mieux. Ça veut dire qu'on ne va jamais enlever rien de l'horreur que peut être un décès, ça c'est certain, même les décès attendus et tout ça. Enfin, il y a quelque chose de très violent qui est lié à la perte d'un être cher et puis la perte de sa vie pour soi-même. Mais par contre, il y a des embrouilles administratives, des choses qu'on aurait pu faire différemment si on avait su. Enfin voilà, qu'il y ait moins de regrets possible sur comment est-ce que les choses se sont déroulées et être préparé au mieux à ce moment-là qui est... Voilà, on fait toujours comme si c'était une surprise que quelqu'un meurt, mais en fait, finalement, si on voit les choses en face, depuis le début, on sait qu'on va mourir. La mort, elle est dans la vie, elle est partout dans la vie. Elle est dans le patrimoine, la gestion des cimetières, elle est dans les successions, elle est sur l'espace public, comment on gère les accidents, comment tu gères une ville, combien tu mets d'hôpitaux, elle est légitimement partout. Et donc, à ce même titre, à tous les moments de ta vie, tu devrais avoir une petite information sur la fin de ta vie. Et paradoxalement, tu dis qu'elle est partout, mais en tout cas en France, j'ai l'impression qu'elle est un peu mise sous le tapis, justement. Ouais, elle est vachement mise sous le tapis. C'est pour ça qu'on a des procédures funéraires qui sont souvent un peu archaïques, parce qu'il n'y a pas tellement de réflexion. Il y a des cimetières qui correspondent pas forcément aux usages ni aux valeurs qu'ont les gens maintenant, parce qu'il y a peu de réflexion autour de la fin de vie, et il y a des process aussi qui sont pas facilitants, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des aides financières
pour les personnes qui viennent de perdre un proche, c'est aucune de ces aides n'est automatique. Il faut toujours faire la demande. Donc on n'a pas réfléchi au mieux-être, si tu veux, des personnes endeuillées, par exemple, parce que tout simplement, on n'a pas réfléchi à ce type de public. Dans les hôpitaux, comment est-ce qu'on accueille et on accompagne la mort ? C'est pas du tout évident. Dans les EHPAD aussi, comment ça se passe ? Donc souvent, comme c'est pas pensé, en fait, ça fait des rituels qui font pas forcément sens, et ça peut rajouter une peine à ce qui est déjà difficile de la perte de quelqu'un. Il n'y a pas tellement d'évolution sur au niveau collectif, comment on gère en fait ce moment inévitable de la vie. Si tu veux, nous on fait beaucoup de parallèles à Thanatosphère entre tout ce qui a pu se passer de la révolution de l'accouchement sans douleur avec ce qu'on a envie de mettre en place au niveau de Thanatosphère. C'est-à-dire que comment tu comprends ce qui t'arrive, ça enlève pas ce qui est en train de se passer, mais au moins tu sais où tu vas, tu sais ce qui est en train de t'arriver. Donc on fait par exemple beaucoup d'ateliers sur qu'est-ce que c'est le deuil, le processus du deuil, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas d'infos, donc ils sont paniqués parce qu'ils ont l'impression d'être déjà dans un deuil pathologique, alors qu'ils sont juste dans un deuil normal. Et puis il y a aussi des personnes qui savent pas comment s'adresser à une personne en deuil, et du coup le plus simple c'est de l'ostraciser, dont se plaignent beaucoup les personnes en deuil. Et donc alors que là c'est un moment, le deuil, où la société on a besoin d'être les uns avec les autres, on va pas pouvoir mettre un référent deuil derrière chaque personne en deuil, si tu veux, parce que on est tous en deuil en fait tout le temps à plein de moments de notre vie. Et donc comment est-ce qu'on retrouve du collectif autour de ce moment-là de la vie. Et donc l'association elle a commencé, on a eu une grande rencontre, c'est avec un auteur qui s'appelle Bernard Creta, qui est décédé il y a pas si longtemps. C'est un anthropologue suisse qui avait écrit un bouquin en 2004 qui s'appelle Café Mortel. Et donc il a inventé un dispositif qui est assez facile à saisir, donc il correspond vraiment bien à la façon dont Thanatosphère, en fait on sort aussi la mort du champ des spécialistes, des experts, de l'argent, et puis comment nous, citoyens, citoyennes, en fait on s'accapare du sujet, et c'est à nous de faire remonter nos doléances, nos besoins, pour qu'elles arrivent finalement dans le meilleur des cas. Et donc on s'est beaucoup appuyé sur cet outil-là pour créer des cafés mortels, pour organiser des cafés mortels. Et puis après c'est aussi, on est une petite asso, on est vachement expérimental, et donc ça veut dire qu'en fonction de ce qu'on trouve sur le terrain, on met en place des actions assez rapidement. On a encore le loisir de pouvoir faire comme ça, enfin peut-être on aura toujours cette façon de se développer. Donc on a vu que les gens aussi avaient besoin d'informations, donc on a mis en place des ateliers qui s'appellent On mourra pas d'en parler, où là on vient informer les personnes. Bon après, comme les ateliers On mourra pas d'en parler, c'est en petits groupes justement pour que les gens puissent parler, parce qu'il y a aussi une difficulté à pouvoir élaborer. S'il y a un silence sur ces thématiques-là, en fait, il n'y a pas de réflexion. Et c'est ça qui est difficile des fois. C'est pour ça que c'est un peu arriéré, si tu veux, comme thématique, et que c'est difficile de l'appréhender. C'est parce que souvent, les gens n'ont même pas vraiment de questions, parce qu'ils n'y ont jamais réfléchi. Et donc, dans la dimension de Thanatosphère, il y a aussi créer des espaces où, en fait, les gens prennent conscience de problématiques, de thématiques qui les intéressent, qui les laissent émerger. Et nous, on peut mettre en place des ateliers qui peuvent répondre à leurs questions, ou alors les gens, en autonomie, trouvent leurs informations, en fait. Donc, il y a les ateliers On ne mourra pas d'en parler. Maintenant, on fait aussi des conférences, des ateliers intergénérationnels où il y a un peu de dimension créative, parce que c'est bien aussi de mettre la main à la pâte. Et puis souvent on lit ça avec, on fait des temps forts de manière à ce que la thématique elle soit un petit peu partout. Donc on fait une expo photo avec, on fait du théâtre, enfin on essaye de se relier à un moment aussi culturel, parce que ça fédère, ça rassemble. En fait l'idée c'est comment on met les gens ensemble autour de ces thématiques de manière à ce qu'ils en parlent aussi ensemble au dehors de nos activités, bien sûr. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route. On parle aujourd'hui de l'association Thanatosphère. On quitte un moment Agathe pour aller à la rencontre de Charlotte afin d'approfondir le café mortel. Retour à l'entretien. Alors moi je m'appelle Charlotte Hébert. Comme fonction je suis institutrice depuis 2018 et puis j'étais au tout début de la création avec Agathe de Thanatosphère en 2022. On s'est pas rencontrés autour de Thanatosphère, on s'est rencontrés avant avec Agathe, on est amis. Je le dis parce que justement on en a parlé en amont, c'est important l'amitié, c'est-à-dire on a parlé en amont du rapport à la mort de chacune, enfin voilà, et puis de son intérêt pour cette nouvelle formation qu'elle faisait pour devenir conseillère funéraire, et puis de la nécessité d'ouvrir le champ sur une association pour que justement ces problématiques autour de la mort soient démocratisées et détabouisé, comme on dit, autour de Thanatosphère. Alors moi, je serais plutôt sur l'aspect tout à fait philosophique, c'est-à-dire moi, la mort, c'est une vraie problématique existentielle, voilà. Ça m'angoisse, mais vraiment, je sais pas comment vivre alors qu'on sait qu'on va mourir. Thanatosphère vient répondre à des besoins aussi et être rassuré à un endroit où
on a besoin d'en parler. Voilà, moi j'y crois fondamentalement. Je suis pas compétente parce que j'ai pas les connaissances d'Agathe pour animer des ateliers. Voilà, c'est pas mon domaine. En revanche, les cafés mortels, c'est un endroit où j'ai fait la formation pour animer des cafés mortels. Et l'endroit du café mortel, c'est un endroit de témoignage. Donc on n'est pas dans les réflexions philosophiques et tout ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir les gens dans leur rapport à la mort, dans leur sensibilité. Donc voilà, moi j'anime essentiellement des cafés mortels où je mets en place des points forts aussi, puisque je viens avant aussi du spectacle et du spectacle vivant et des études de philosophie. Donc du coup, je suis assez sensible à faire se rencontrer comment l'art s'empare de cette problématique et comment on met en place à côté un café mortel. Et puis tout ça, ça discute quoi. Puis d'un seul coup, on parle de la mort en buvant un coup. Et enfin voilà, on sort de la crispation qu'elle peut générer, quoi. Comment ça se passe un café mortel ? Nous, on fait une demande dans un espace public, un café, donc en général, et on leur dit on leur demande si on peut organiser un café mortel. Ensuite, le public arrive, on fait un dispositif de chaises en cercle en général. Nous, on est 2 à organiser un café mortel pour tenir le dispositif que je vais vous expliquer après. Les gens s'assoient, on leur explique que on est accueilli par un lieu, donc on peut consommer et même on est invité à consommer dans le lieu. Voilà, ça reste un café, on va circuler librement. Il y a du public qui peut rentrer, ne pas participer au café mortel, mais le voir. Enfin voilà. Et là, on explique le dispositif du café mortel. Agathe parlait tout à l'heure de Bernard Crétat qui a inventé le dispositif du café mortel. Donc on reprend son dispositif qui est celui de témoignage en fait. Et c'est ça qui est très important. Donc nous on est là pour maintenir le cadre du témoignage. C'est-à-dire qu'on va pas être dans une discussion comme maintenant où quelqu'un dit quelque chose sur la mort par exemple. Je suis très angoissée par la mort et je sais pas comment je vais vivre la mort de ma mère et j'y pense beaucoup et tout ça. Et puis quelqu'un spontanément pourrait dire mais tu sais moi ma mère elle est morte et en fait non c'est pas ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de se répondre, il s'agit de chacun parler à la première personne, d'expliquer quel est son rapport à ce qu'il a vécu ou à ce qu'il anticipe de vivre ou lié à la mort. Et quelqu'un d'autre va parler en son nom propre mais ne va pas donner conseil, ne va pas... Et ça, c'est un dispositif difficile à tenir qui fait qu'on sort de la discussion ordinaire. Donc il y a des longs moments de silence parfois parce que on contient, on a envie de répondre à l'autre, on a envie spontanément, mais non. Et nous, on est là pour tenir ce cadre. Et c'est pas facile en tant qu'intervenant, des fois, de frustrer les gens, en fait. De leur dire, non, alors là, excusez-moi, vous pouvez pas vous répondre. Il y aura un petit temps nécessaire pour ça, en fin du dispositif du café mortel, mais là, c'est pas le moment. Donc, il faut accepter les silences, il faut accepter cette frustration. Et puis, il faut accepter de livrer des choses. Et c'est là où, donc pour répondre à la première question, tous les cafés mortels sont différents. Voilà. Souvent, il y a un premier témoignage qui va donner une coloration à une thématique, puisqu'on fonctionne quand même en écho, même si on ne se répond pas. Il y a des cafés mortels, là, moi, j'en ai jamais vécu, mais Agathe m'a dit qu'il y en avait qui pouvaient être très joyeux. Il n'y a pas de règle, quoi. Ça va dépendre de l'intensité, de la façon dont les gens se livrent, de la façon dont de beaucoup de choses en fait. Donc c'est assez beau comme moment. Et puis des fois c'est très ennuyeux. Faut pas non plus en faire un moment sacré. Des fois c'est chiant un café mortel. Il se passe rien. Puis des fois c'est magique parce qu'il se passe quelque chose. Enfin voilà. Mais en tout cas on offre un espace de parole où d'un seul coup on va pouvoir parler de. Et c'est très dur de prendre la parole. Nous en tant que gens qui posons le cadre. On peut participer aussi, et c'est très très dur d'intervenir. C'est un temps suspendu. Enfin, au début, on précise qu'à la fin, il y aura un temps où vous pourrez vous répondre. Donc, ne brisez pas le dispositif, puisque ce temps-là, gardez vos réponses en tête, et puis... En général, les gens viennent peut-être maximum 3 fois, on va dire. Voilà, parce que, donc il y a l'effet, on peut se livrer, on peut témoigner. Il peut y avoir des témoignages de souvenirs très très anciens, d'expériences avec la mort très très anciennes. Et aussi au cours du café mortel, en fait, il y a des souvenirs enfouis aussi qui vont remonter. Donc c'est très très fertile.
Mais il y a pas, c'est pas comme une thérapie, si tu veux, ou un groupe de parole ou quelque chose comme ça. Après, s'ils continuent à venir, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas, quoi, en fait, où ils se sont un peu trompés de... Enfin voilà, il y a une raison. On va avoir tendance peut-être à les questionner sur qu'est-ce qu'ils cherchent et peut-être de quoi ils ont besoin. Et la force aussi du café mortel, c'est que ça peut vraiment fonctionner comme un genre d'autodiagnostic pour les personnes, parce qu'elles peuvent se rendre compte qu'en fait, il y a des thématiques vraiment hyper difficiles pour elles, et que par rapport aux témoignages des autres, pour eux, c'est encore très très douloureux, difficile. Et donc peut-être qu'ils ont besoin d'aller voir quelqu'un. Et puis il y a des gens, en fait, ça leur a suffi les différents témoignages qu'ils ont faits. Puis il y a aussi l'effet que, en fait, ça invite à parler de la thématique finalement avec ses proches aussi. C'est-à-dire d'ouvrir le café mortel à en parler avec sa meilleure amie, ses meilleurs amis, ses enfants, enfin voilà. Elle parlait de dispositif expérimental, Agathe. Donc effectivement, tout ça, ça se fait au fur et à mesure de nos expériences. Nous, on se réunit en tant que personnes qui étant formées au café mortel régulièrement, et on fait des retours en se disant bon bah là, ça a pas très bien fonctionné, tout ça, donc peut-être qu'il faut qu'on clarifie. Donc au fur et à mesure, on s'est amélioré. C'est-à-dire que les règles maintenant, on les explique au début du café mortel. Ceux qui arrivent en retard, ils ont une petite fiche, mais on est quand même toujours en train de frustrer les gens parce que c'est pas naturel du tout comme manière d'être ensemble et le cadre est nécessaire et il doit être maintenu en permanence par nous, quoi. Donc, mais on s'améliore. Enfin voilà, encore une fois, on est en expérimentation tout le temps. Donc, là, on a quand même un dispositif, je crois, qui fonctionne. Où on pose, on continue souvent à dire on est organisateur. En fait, on n'est pas animateur, pardon, mais on est organisateur. On organise, c'est-à-dire on pose un cadre et après, nous, on est garant de ce cadre. Donc, on peut avoir à reformuler, à reprendre les gens. Ça fait vraiment partie de notre travail d'organisateur. Mais il y a des personnes pour qui ça va être très difficile et des cafés où ça va se passer très très bien et les gens ont tout à fait intégrer cette dimension de témoignage. Et puis on a fait, effectivement, comme dit Charlotte, on s'améliore et donc on a fait des petits livrets avec il y a quelqu'un dans l'association qui s'appelle Joëlle Stoffacher qui est illustratrice, qui nous a fait des petites consignes à l'écrit, comme ça si quelqu'un arrive au café mortel un peu en retard, on peut aussi lui donner la plaquette. C'est pour ça qu'on est deux aussi, il y en a un ou une qui accueille les retardataires ou les gens qui ont besoin de plus d'infos pour que l'autre garantisse ce qui est en train de se dérouler en fait. On n'est pas soignant, enfin voilà, on n'est pas thérapeute, quoi. Et du coup, ça c'est important, je pense que tu l'as formulé là, mais c'est vrai que du coup c'est important de le repréciser et on le reprécise bien en général aussi dans le cadre qu'on n'est pas thérapeute, voilà. Donc les gens, c'est effectivement plutôt l'idée d'autodiagnostic qui va se mettre en place. Et puis oui, voilà. Non, je voulais juste repréciser ça. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que ça nous a permis, comme il y avait une grosse demande et que c'est vraiment dans la logique du projet associatif de Thanatosphère, de permettre à des personnes de s'emparer de ces thématiques, de former des gens à organiser des cafés mortels. Et on ne demande pas à ce qu'ils soient... est-ce qu'ils aient une profession qui relève. Par contre, on leur demande de garder le cadre du café mortel et évidemment de surtout pas mettre en avant d'éventuelles compétences dans un milieu professionnel quelconque, si tu veux, parce qu'à ce moment-là, ça deviendrait dangereux. Il faudrait que nos organisateurs ils soient très très briefés avec des longues formations et de la régule, parce qu'effectivement, ils pourraient avoir un impact sur l'état des personnes qui sont souvent des personnes en deuil, des situations qui viennent de se livrer et qui nous montrent, qui font état de leur fragilité. L'émission suit son bonhomme de chemin, mais il est temps pour nous d'aller à la rencontre de Vanessa, qui vient il y a peu de rejoindre Thanatosphère. Elle se présentera comme Doula et Thana Doula. Je ne spoile pas, elle vous expliquera tout ça. Et si déjà pour vous le sujet était quelque peu tabou, eh bien accrochez-vous à vos baskets parce que ce n'est pas fini. En tous les cas, vous êtes bien à l'écoute de Sur la route et on vous en remercie. Retour aux entretiens.
Donc moi je suis Vanessa Legros, j'ai 47 ans et j'habite à Valence. Je suis nouvellement bénévole et intervenante pour l'association Thanatosphère. J'ai notamment le mois dernier participé à la session de formation justement pour organiser des cafés mortels. Alors moi j'ai beaucoup apprécié, ça s'est passé sur 2 jours et on était une vingtaine de personnes venues vraiment d'horizons très variés, avec tous une appétence pour quand même, c'est pas rien, de se confronter à ce sujet-là. Comme on l'a déjà évoqué, c'est vraiment un sujet tabou. Au cours de la formation, on a eu plusieurs éléments qui nous ont permis de baliser en fait ce chemin-là, parce que, comme le disait Charlotte tout à l'heure, en tant qu'organisateur, on est responsable d'un cadre. En fait, on met en place un dispositif, et dans ce dispositif, le mot-clé, c'est sécurité. C'est-à-dire que pour que la parole se libère, il faut vraiment que le cadre sécure soit installé. Et c'est ça qu'on va renforcer ou apprendre, ou en tout cas être sensibilisé à pouvoir justement poser ce cadre et être dans une posture juste. Pas de thérapeute, pas de sachant, pas de animateur, on n'anime pas un jeu, mais vraiment d'être là, garant en fait des règles qui sont posées au départ pour tous les participants et qui sont les mêmes pour tous. Donc dans mon cas, il se trouve que j'ai plus qu'une appétence pour ces sujets-là, c'est aussi mon métier aujourd'hui, puisque je suis doula et Thanadoula. Ça veut dire que j'accompagne les personnes dans des moments intenses de vie. Donc en tant que doula, je suis là pour la naissance, et en tant que Thanadoula, je suis là aussi pour la fin de vie et le deuil et la mort. Et pour moi, il y a quelque chose de très cohérent d'être en fait autour d'un cycle et d'être témoin de ces moments de naissance et de ces moments de fin. Ce qui fait que moi, dans mon cas, ma spécificité d'être donc à la fois sur la naissance et sur la fin de vie et la mort, m'a amenée à être dans un domaine de prédilection qui est le deuil périnatal, qui est là, quand on est dans le sujet tabou de la mort, là on est sur le tabou du tabou. C'est-à-dire que c'est vraiment, du coup, je perds un enfant, donc ça peut être pendant la grossesse, ou ça peut être dans les quelques semaines qui suivent la naissance de cet enfant, ou au moment de la naissance. Et moi j'accompagne vraiment particulièrement les gens à cet endroit-là, et c'est cette expérience-là que Agathe est venue chercher en moi pour justement pouvoir animer des ateliers autour du deuil périnatal. Et donc un atelier, comme on le disait, c'est à la fois du savoir qui est transmis, mais c'est aussi un espace de parole où les gens vont pouvoir témoigner. Il y a quelques semaines, je me suis retrouvée à pouvoir animer un atelier comme celui-ci dans une ville où parmi les participants, il y en avait qui étaient là, en fait, qui ne savaient même pas que c'était le sujet du deuil périnatal qui était là, et qui m'ont dit au début « Oh là, mais j'ai rien à vous dire, moi, là-dessus !» Et en fait, la magie opère, et au cours de la discussion, de l'atelier qui se passe, les langues se délient et disent « Ah, mais si, je me souviens en fait que ma mère, elle avait perdu un bébé avant. » Et voilà, cette petite dame de 75 ans qui pense n'avoir jamais été confrontée au deuil périnatal, en fait, là, elle est en train de livrer qu'il y a eu un enfant qui était mort avant elle, et qu'elle peut ouvrir sa parole là-dessus, délivrer, et s'apercevoir que « Ah, mais si, en fait, j'ai eu ça dans mon histoire. » Et ça, pour moi, c'est vraiment de pouvoir offrir ces espaces-là, quelque chose de très important, encore une fois, pour remettre la mort dans le domaine de la vie et puis libérer ces paroles et libérer le tabou. Lever le tabou, plutôt. Pour faire évoluer l'association, c'est important d'adhérer. Notre ligne, c'est que nos activités soient gratuites pour les participants, donc à nous de chercher des subventions pour le financement. Donc plus on a d'adhérents, déjà ça fait aussi des subsides, et en plus ça montre que le projet est soutenu par les personnes, si vous voulez, qu'il y a une assise. Et puis aussi, ces adhérents, ils peuvent proposer des lieux pour organiser des cafés mortels. Là, Vanessa parlait de son expérience, c'est-à-dire elle a une compétence professionnelle. Les ateliers, on ne mourra pas d'en parler, c'est avec des gens qui ont des compétences professionnelles, qui soient formés et expérimentés. Et donc, si les gens ont des compétences particulières, qu'on peut mettre à profit dans le cadre d'ateliers, de conférences, de choses comme ça, on va avoir tendance à les intégrer. Donc Thanatosphère se développe aussi grâce aux personnes qui la sollicitent, c'est-à-dire que la personne Joëlle Stoffacher qui fait nos illustrations, c'est aussi une autrice qui a fait un livre qui parle du deuil chez les enfants, et depuis on s'est mis aussi sur cette thématique et on propose des ateliers intergénérationnels et on travaille sur la parentalité. Donc en fait l'association elle est là pour répondre aux besoins des personnes. C'est à partir du moment où il y a des gens qui ont un besoin, une question, une interrogation, besoin d'informations, on essaye de mettre en place un atelier qui y réponde en fait. Voilà qui est dit. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
Merci à Agathe, Charlotte, Vanessa et Christelle. Un entretien mené par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indigrand. Si vous voulez en savoir plus sur Thanatosphère, rendez-vous sur leur site www.thanatosphère.fr. Et si vous voulez connaître l'actualité de l'association Résonance, réécouter une ancienne émission ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site résonance.media ou retrouvez-nous sur Instagram et Facebook. Résonance, REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.